véritable monument du basket français, double champion de France, ancien vainqueur du concours de dunk de All-Star Game et un pilier des Lions indomptables du Cameroun, leader de caractère partout où il est passé. J'ai le plaisir d'être ici à Douala, au Cameroun, pour recevoir un invité de choc. Jérémy Nzoli est avec nous. Jérémy, comment vas-tu? Ça va très bien, merci toi. Bon, Jérémy, on va commencer. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. On est à Douala, au Cameroun, sur tes terres à toi. Donc, on est chez toi. Et l'idée un peu, c'est de parler pourquoi tu es ici au Cameroun. Voilà, parce que moi, je t'ai connu à la télé. C'était vraiment une grande star. Et puis, qu'est-ce que les grandes stars viennent faire au Cameroun, même s'il y a beaucoup de grandes stars. Je vais poser la première question. Est-ce que tu peux me parler de quel est ton parcours scolaire, d'où tu viens, et de là, on va développer. Ok. Bon, déjà, merci à toi pour l'invitation. Et je vais essayer de pas faire trop long. D'où je viens, je suis né à Choisy-le-Roi. Après ma naissance, on est rapidement venu vivre au Cameroun pendant à peu près 2 ans. Et ensuite, je suis retourné dans le Val-de-Marne, donc pur produit du 9-4. T'es un gars du 9-4, toi aussi. 9-4, ouais. Ok. Choisy-le-Roi à Créteil. Et ensuite, j'ai grandi à Créteil jusqu'à mes 15 ans, où là, je suis parti en centre de formation à Nanterre. Et à partir de là, c'est là que j'ai un peu quitté le concours. Et la deuxième question, c'était... Ton parcours scolaire, sinon un peu les études que t'as fait. Les trucs qu'on veut éviter, voilà. Parcours scolaire, j'étais on appelle ça en SES à l'époque, ouais, ça s'appelait SES, donc en gros c'était un parcours général. J'ai été très mauvais élève, j'allais pas beaucoup à l'école, et surtout quand j'ai commencé sur des formations, c'était encore pire parce que je faisais des cours à distance avec le PNED, comme justement j'étais avec les pros, et donc j'ai même pas passé mon bac. Donc, exemple à ne pas suivre. T'imagines, exemple. Ça, je rebondis dessus parce que je sais que la culture africaine et la culture camerounaise, c'est beaucoup les études. Comment ils ont géré ça, tes parents, avec toi? Comme moi, je vis avec ma mère, elle me laissait un peu plus, elle savait que j'étais beaucoup dans le sport. Elle me disait, vas-y, vis ton rêve. Mon père, lui, le soir, quand il venait, oui, au foot, ouais, l'école, c'est comment l'école? Exactement. Donc, lui, c'était vraiment que l'école. Bon, après, comme il venait un peu moins, en plus, j'étais en centre de formation, mais que je n'étais plus à la maison. Donc, je le voyais moins. Donc, il avait pas la bonne dessus. Donc, il se rendait pas compte. Mais s'il avait su, ça aurait été très problématique pour moi. Et donc, aujourd'hui, t'as arrêté ta carrière, hein, on va en discuter. Est-ce que tu peux me parler aussi comment tu te lances, pourquoi tu joues au basket et pas un autre sport? Je pense que tu as dû faire du foot. Je pense que tout le monde se lance au foot. Mais pourquoi le basket? Ça s'est fait totalement par hasard. Totalement par hasard. De base, comme tout bon gars du quartier, je faisais du foot. Et en fait, dans le quartier au-dessus du mien, il y avait un club de foot où j'avais 2-3 potes à moi là-bas. Et un jour, ils me disent, vas-y, comme t'es un peu grand, viens jouer avec nous. Bon, j'étais pas immense, mais je devais avoir 14 ans et quelques. Je faisais un peu plus d'1m75. Donc, ils me disent, vas-y, viens essayer le basket. Et en fait, c'est comme ça que je suis complètement tombé amoureux. Alors qu'à ce moment-là, j'étais dans des bons niveaux au foot. Hein. Je jouais en DH. J'ai alterné entre la DH et la PH. Donc, c'était les meilleurs niveaux plus ou moins de mon âge. Mais quand j'ai commencé le basket, je suis tombé fou amoureux. Tous les jours, j'essayais de m'entraîner. J'ai commencé à délaisser complètement le foot. Donc, pendant les premiers mois, je faisais foot et basket. Et avant complètement laissé le foot que pour le basket. Et donc, t'atterris à Nanterre, c'est ça? Donc, je finis à Créteil. Ouais, tu fais Créteil. À Créteil, ma première année minime. Donc, je fais quelques mois puisque j'ai été au cours de l'année. Donc, je finis ma première année minime à Créteil. On est champion de deuxième division départementale. Et quelques mois après ça, maintenant, j'enchaîne à Charenton, puisque j'avais des amis à moi qui jouent à Charenton, et donc c'est là-bas que je rejoins, par exemple, entre autres, Evan Fournier, Lao Bonaté, Rémi Thibault, Baba Cardion, une équipe avec beaucoup de pros, Alexandre Janier. C'est bien qu'on finit pro. Donc, d'assez belle fournière. Et, tu sais, souvent, tu vois, je prends l'exemple à moi, quand on est jeune comme ça, on a souvent une qualité qui nous permet de nous faire remarquer et qui fait la différence. Toi, tu vois, tu me parles de 14, 15 ans. Quelle était ta qualité première à cette époque-là? C'est la même qui a fait toute ma carrière, mais qualité physique athlétique. Ouais. Ça a été ça dès le début. C'est parce que, par exemple, le coach de Charenton, il me prend parce qu'à la détection, à un moment, il me voit dunker alors que je fais quoi? Peut-être je fais 1m78 et il me voit mettre un dunk et il me dit, toi, viens, mais moi, tout sa vie, quoi. Donc, c'est vraiment qualité physique athlétique. Je me souviens parce que je connais bien le 9-4. Hein. C'est vrai que il y avait Charenton, il y avait Charenton et Saint-Maur aussi. Je sais pas si Saint-Maur comment c'était à ton époque, mais moi à mon époque Saint-Maur avait une belle équipe et puis Juif à l'époque. Moi j'avais Juif aussi. Donc est-ce que ça a changé un petit peu? Non, à mon époque c'était clairement Charenton, c'était le meilleur club de très loin. Ouais. Après je me rappelle qu'une fois, non ça c'est Créteil qu'on s'est retrouvé à perdre contre, je crois que c'était contre Rennes.
Ok. Mais après, c'était vraiment Charenton qui était vraiment dessus. Parce il y avait tous les jeunes de toute la région parisienne qui marchaient. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et donc, t'es à Nanterre. Ok. Et je crois que les clubs étant Pro B à cette période-là. C'est ça. Et c'est très intéressant parce que, tu vois, t'arrives à Nanterre et moi, je me souviens que quand je regardais Nanterre, c'était un peu le club, le petit club familial qui surprenait à chaque fois. Toi, quand t'as atterri à Nanterre, t'as des objectifs de devenir pro, t'as des objectifs de t'éclater. En fait, c'est quoi ton mindset à ce moment-là? Ben, comme tous les petits jeunes, surtout avec les trucs de storytelling qu'il y avait à l'époque, on se dit, ben, je suis dans un centre de formation, je dois tout faire pour devenir pro. Et comme en plus assez rapidement, j'ai commencé à m'entraîner avec des pros parce qu'ils avaient des problèmes de blessures, etc. et tout. Donc, on touche le truc du dos, on se dit, OK, physiquement, j'ai rien dans leur envier. Maintenant, c'est techniquement. Comment est-ce que je résous ce problème? Est-ce que je mets le travail qui va avec? Et c'est comme ça que petit à petit, c'est devenu de plus en plus une réalité. Et cette réalité, donc du coup, c'est que t'es resté toute ta formation à Nanterre et t'as intégré l'équipe professionnelle instantanément ou ça s'est fait un petit peu, tu sais, tardivement ou difficilement. Si tu peux nous parler justement de ce passage, tu sais, quand on rentre dans un centre de formation, on n'est pas automatiquement pro. Comment toi tu fais pour atteindre justement l'équipe première? Ma première année, donc j'étais en deuxième année cadet. Ma première année, je me retrouve à faire un peu le banc début d'année parce que, comme j'ai dit, il y avait eu quelques blessures. Donc, ça fait que j'ai fait quelques entraînements avec eux sur le début d'année. Pour moi, déjà, c'était très intéressant de me dire, OK, là, à 17 ans, tu viens régulièrement avec les pros. OK, t'as fait ça, tu peux pas juste abandonner maintenant. Si à 17 ans, t'as fait ça, maintenant, je fais du travail et ça va être une réalité. Maintenant, ma troisième année cadet, c'est ça. Ma troisième année cadet, c'est là que, pareil, là, maintenant, j'intègre aussi un peu plus les pros, c'est un peu plus régulier. C'est toujours pas encore extraordinaire, mais c'est un peu plus régulier. Et en fait, j'alterne entre quelques entraînements pro, des entraînements avec de la prénat, et toujours essayer de nominer en cadet. Et en fait, ce qui a été la bascule, c'est qu'à la fin de ma dernière année cadet, le coach, il essaie de me signer un contrat aspirant pour que je sois tout le temps, justement, avec les pros. Mais j'allais jouer en N3 et en pro. Mais en pro, je jouais pas, mais au moins, je m'entraînais tout le temps avec eux. Et donc, ça fait que, quand t'es dans leur environnement, c'est là que les vraies envies commencent à naître. Tu vois, je pense que tu t'en es peut-être pas rendu compte. Tu vois, moi, par exemple, moi, je dis tout souvent que j'ai fait une de mes plus grosses erreurs à cet âge-là dans ma carrière. C'était, moi, j'ai quitté Paris. J'étais au Racing à l'époque, ça s'appelait le PSG Racing. Oh. Et du coup, je suis convoité par plusieurs clubs et je vais dans le plus gros club. Tu vois, moi, je vais à l'époque, c'était Portez, mais je me retrouve en fait avec une problématique, c'est avec les mutations, les budgets surdimensionnés, et je me retrouve à pas jouer ma première année cadet. C'est pour te dire la vérité, à cause des mutations. Et tout le long, en fait, il y avait une concurrence de dingue. Est-ce que toi, tu as l'impression que le fait justement d'arriver en Pro B, proche de chez toi, ça a été aussi un confort pour toi de te développer sereinement? Tu vois, de pouvoir rentrer chez soi, d'avoir la famille proche de soi, et surtout d'être en Pro B, parce que finalement, d'être en Pro B et de monter avec son équipe de Pro B à Pro A, c'est une opportunité, une grande opportunité quand même. C'est sûr, mais en plus, surtout, quand ils sont montés, je suis pas resté avec eux. Ouais, on va en discuter, mais c'est plus l'aspect de se dire, est-ce que dans ton choix, ou peut-être t'as pas fait le choix, mais tu te dis pas que d'avoir intégré un club de Pro B t'a permis finalement d'être le joueur que t'es aujourd'hui? Je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a permis de me confronter au niveau très tôt. Parce que j'ai pas choisi, entre guillemets, Nanterre, puisque en gros, c'est pas comme si j'avais énormément de choix, puisque je jouais à Charenton, j'étais pas la plus grosse star. Je me débrouillais bien pour mon âge, mais j'étais très loin d'être la plus grosse star. Il y avait pas de buzz autour de moi, donc en gros, c'est qu'il y a eu une détection. Mais toujours la même chose. Comme je disais, Charenton, ils m'ont pris parce qu'il m'a vu dunker à l'échauffement. Et à Nanterre, il me prend parce que je mets un poster énorme sur un gars en contre-attaque. Donc tout de suite, ils se sont dit, bon, c'est comme ça que je me retrouve donc à être pris. Donc, c'est pas un choix, c'est pas comme si j'avais beaucoup d'équipes qui étaient sur moi et j'ai choisi Nanterre parmi les autres. Mais effectivement, le fait d'avoir pu, grâce à ça, être dans un milieu qui m'a permis d'être très vite au contact des pros, ça peut être un plus. Mais la question, je la posais différemment. Est-ce que tu penses que si tu aurais été dans un club comme Strasbourg, en Pro A, tu aurais eu les mêmes opportunités que le fait d'être à Nanterre en Pro B? C'est ça ma question en fait. Tu vois, parfois, et d'ailleurs je passe aussi un message aux jeunes, c'est souvent on veut directement atteindre le plus gros club possible dès sa formation. Est-ce que toi tu te dis par rapport à ton expérience, non en fait moi j'étais en Pro B, c'est ça qui m'a permis de faire mes gammes, j'avais peut-être plus d'opportunités de rentrer dans le roster de pro et ensuite j'ai pu exprimer toutes mes qualités. C'est très complexe parce que ça dépend de beaucoup de détails. Et c'est ce que je dis souvent à certains des jeunes que j'ai ou quoi. Une carrière pro, ça se joue sur énormément de détails.
parce que j'aurais pu aller dans un club pro, même dans, par exemple, Strasbourg, et ça se passe beaucoup mieux. Comme ça aurait pu être bien plus grave, bien plus mauvais. Et comme j'aurais pu être dans un autre club Pro B où, parce que t'as pas un coach qui veut faire jouer, ou parce qu'il y a des joueurs trop forts devant toi, il y a pas de blessures, etc. Donc c'est vraiment beaucoup des histoires d'opportunités. Parce que par exemple, ce qui au final n'a pas été forcément une mauvaise chose pour moi, mais je fais pas les équipes de France jeunes parce que justement il n'y a pas de notoriété. Parce que je suis à Nanterre, on connaît pas spécialement tout le temps. Je crois que je tournais à plus de 5 points de moyenne. Mais bon, c'est championnat cadet. T'es en des cadets, tu mets 25 points de moyenne, on s'en fiche. Ouais. Alors que si j'étais dans un club où il y avait espoir, j'aurais fait aussi quelques cartons d'espoir. Donc là, on aurait connu mon nom parce qu'il y a beaucoup de gars que on connaissait leur nom à l'époque parce qu'ils étaient en espoir, on ne me connaissait pas. Alors que je pense que j'étais plus fort qu'eux. Et c'est parce que j'ai pas cette visibilité. Donc, si j'avais été dans un club qui avait Pro A, enfin, l'espoir Pro A, j'aurais eu aussi une visibilité qui peut-être aurait amené certaines choses. Mais c'est pareil. Où est-ce qu'elle m'aurait amené après? Ça, je sais pas. Et donc, possiblement, à cause de ça, je n'aurais pas fait carrière. Ou, donc, c'est pour ça que je sais que mon parcours m'a réussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup trop de détails pour pouvoir dire quel autre parcours était mieux ou moins bien. Mais bon, t'es champion de Pro B avec Nanterre. L'équipe monte et tu pars à Bordeaux. Parce que, J'ai demandé trop d'argent, c'est ça? j'ai demandé 2 millions la maison. Non, c'est qu'en fait, je voyais qu'en Pro B déjà, je jouais quasiment pas. Et j'ai trouvé ça dommage parce que là, ça faisait une année pleine en E3, puis une année en Pro B où là, j'avais un peu plus de temps de jeu. Je me disais, bon, là, je vais aller en Pro A pour aller faire espoir. Pour moi, je voyais ça plus comme un recul que comme une avancée. Et donc, j'avais eu l'occasion d'avoir une offre en Pro B de Bordeaux. Et en plus, le coach, c'était Claude Bergeau, qui est donc le coach de l'équipe de France. Et de Puertez. Et oui, effectivement, de Puertez. Ouais, donc, je me disais, mais c'est une belle opportunité. Et le truc, c'est que le coach de Nanterre, Pascal Nadja, essayé de me convaincre en me disant que non, qu'en Pro A, j'aurais du temps de jeu. Je me disais, ben non, j'en ai pas eu en Pro B. C'est pas en Pro A que je vais en avoir. Donc, moi, je trouvais que pour mon développement, c'était beaucoup plus intéressant d'essayer de confirmer en Pro B avant de devoir dire je vais arriver en Pro A parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup étape par étape. Et pour moi, c'était pas cohérent de passer de je joue pas en Pro B à soi-disant bon matin, je vais me lever et demander des minutes en Pro A. Tu vois, c'est marrant parce que t'as une bonne réflexion. Mais aujourd'hui, la jeunesse, tu vois, si on doit leur passer un message, c'est qu'on veut tout de suite. On avait une discussion juste avant par rapport aux réseaux sociaux. C'est cette partie de starification qui permet, tu vois, aujourd'hui, très vite, les jeunes, ils veulent postuler aller à la draft. Tu vois, moi, j'ai vu certains qui postulent à la draft. 10 ans en arrière, ces profils-là, jamais de la vie, ils postulent à la draft. Et je trouve, en fait, ta réflexion, tu vois, je sais pas si tu as été accompagné par un agent, par ta famille, mais elle est judicieuse. Enfin, après, elle te donne raison parce que ta carrière derrière, elle a explosé, mais je la trouve très judicieuse. Donc, t'as pas l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est un peu impatiente ou du moins, elle donne un petit peu l'impression de ce qu'elle n'est pas vraiment. Tu vois, et qu'en fait, on est sous de la surenchère continuellement, tu vois. Ben, c'est ça qui est très dur pour les jeunes aujourd'hui, c'est que à l'époque, par exemple, pour sortir la petite anecdote, j'avais eu un article dans le magazine de Nanterre. C'était une folie. Ouais. Parce qu'à l'époque, avoir un article, c'était une folie. C'était rare. C'est-à-dire que quelqu'un imprimait du papier pour toi. Aujourd'hui, article, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Parce que aujourd'hui, il y a 250 sites, il y a 250 comptes Instagram, j'ai 250 des milliers. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le buzz, il arrive trop facilement et il est trop éphémère. Ouais. Mais c'est pas la faute des jeunes. C'est la faute du monde dans lequel ils évoluent. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Aujourd'hui, tout va plus vite. Avant, on prenait le temps dans tout. Je vais donner des exemples qui peuvent paraître en dehors du sujet, mais c'est pour comprendre le truc. À l'époque, toi, t'as dû connaître ça aussi. Un album, quelqu'un sortait un album tous les 3, 4, 5, 6 ans. Donc, quand on donnait un album, on fracassait un album, on connaissait tous les sons. Aujourd'hui, quelqu'un sort 2, 3 albums dans la même année. Ouais, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, tout va vite. Et c'est la même chose avec les jeunes aujourd'hui. Sur les réseaux, le buzz, il monte hyper vite, mais il descend aussi vite qu'il est monté. Et c'est ça qui est très difficile pour eux, c'est que eux, ils se disent, ben, j'ai du buzz, je vais y arriver. Ouais. Mais le problème, c'est que non, ça marche pas comme ça. Et ils sont aujourd'hui très mal accompagnés parce que beaucoup de gens voient justement le gain là tout de suite. Ouais. Et ils vont souvent leur faire prendre des chemins qui sont très mauvais. Parce que, petite parenthèse, je parlais de ça avec un ami qui m'expliquait, parce que moi, j'étais pas au courant, le nouveau truc là aux États-Unis avec les contrats NCA faramineux. Ouais, oui. Moi, je vois, peut-être je me trompe, mais je vois déjà que ça va créer une très grosse problématique pour la suite. Pourquoi? Aujourd'hui, des jeunes qui sont des bons jeunes, pas extraordinaires, ils vont signer 200, 250 000, 300 000 $,
dès leurs 19 ans à la fac. Quand ils vont rentrer en Europe, les réalités du marché sont tout autres. Ouais. C'est des joueurs qui valent 40 000, 60 000, 70 000 pour certains. Et encore, hein. Et encore. Et là, tu vas loin. Ah oui. Ils valent même pas ça. Ah ouais. Mais donc, le gars, il a touché 300 000. Tu viens le voir avec tes 70 000. Il va te dire, dégage. Ouais. Ça vaut rien, ton truc. Donc, il va refuser des opportunités qui pourront lui permettre peut-être un jour de refaire croître cet argent. Parce que lui, on lui a déjà donné trop. Mais on lui a donné ce qu'il ne valait pas. Et donc, en lui donnant ça, on le tue. Alors que justement, quelqu'un qui va cravacher. Parce que par exemple, c'est justement, je parlais toujours ça avec la même personne. Je vais donner des noms. Mais j'avais Jerry Boutseli, quand moi j'étais jeune, que je payais un peu pour qu'il prenne mes rebonds quand je devais faire des extras. Aujourd'hui, Jerry, il est passé dans des conditions pas possibles. L'anecdote est extraordinaire. Combien? Tu donnais combien? Je me rappelle plus, mais ça devait être un truc comme je donnais 20 € la séance. Ah comme oui, ça. quand même. Ça, je dis, certains mois, il pouvait se faire 100 €. Et il était très content. Et le truc, c'est que lui, c'est aussi un gars il a galéré à Souffle, à Rouen, tous ces clubs-là. Et aujourd'hui, c'est un gars qui gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire, il a construit ce chemin. Aujourd'hui, on ne veut plus construire, on veut juste arriver à là, sans être passé par tout ça. Mais le problème, c'est que ça fait que c'est vide au milieu. Donc, moindre petit truc, ça s'effondre. Ça s'effondre, ouais. Et donc, c'est ça qui est très dur pour les jeunes, c'est que tu vas leur dire ça, mais les réseaux leur disent tout le contraire. Ouais. Donc, combien est-ce qu'il va t'écouter? Ouais. T'as totalement raison. Et, moi, je veux te dire comment je t'ai connu. Tu vois, on est ici en plus du 9-4, toi et moi. Nanterre, je t'avais vu, mais bon, t'éclaboussais pas, tu vois. T'éclaboussais pas dans le sens où, médiatiquement, tu vois, on a une génération, quand même, 2 générations d'écart, je te connaissais pas. Moi, c'est lorsque je t'ai vu, c'était quoi, 2017, je crois, All-Star, concours de dunk. Tu me sais qui celui-là, là? Ah! Et en fait, tu vois, je peux te dire, honnête avec toi, les gens qui me connaissent, moi, je me voyais en toi, dans l'explosivité, dans la rage, sauf que toi, en fait, t'avais accompli quelque chose, et je me suis dit, toi, comment tu vas, en plus, tu gagnes le concours de Tomar, comme on dit, tu vas dans quel état d'esprit? À un moment donné, tu dis, c'est mon jour. Parce que je sais que toi, le concours de dunk, là, t'es pas encore All-Star, hein. C'est l'année suivante que t'es All-Star. Non, c'était là, je suis All-Star. T'es All-Star aussi? Ah, donc t'as la totale, alors. Et en fait, ma question, c'est, quand tu vas au All-Star Game, au concours de dunk, tu te dis quoi à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est vraiment bien que tu poses cette question parce que l'anecdote sur cette histoire, elle est encore pas mal. Parce que je ne voulais absolument pas faire ce concours. Mais non. Je ne voulais absolument pas le faire parce que la première fois que j'ai fait le concours de dunk, c'était en 2015. C'était la salle qui est à côté de la Villette, j'ai oublié le nom. Mais cette année-là, c'était pas à Bercy. Exceptionnellement, il y avait des travaux à Bercy. Ok. On avait fait ça dans une autre salle, je me rappelle plus. Donc, peut-être tu pourras retrouver et remettre. Ouais. Et c'était très mal passé parce qu'il faisait hyper froid. J'ai pas pu m'échauffer. Donc, j'ai fait le concours de dunk à froid. J'ai pas été bon et vraiment, j'avais pas aimé parce que forcément, comme dans qui j'ai pas de pas briller. Surtout quand je sais que je peux faire mieux, ça m'avait beaucoup frustré. Et donc, moi, je voulais pas du tout faire ce concours de dunk, mais il y a eu un enchaînement de blessures qui ont fait que on a commencé à vraiment me forcer la main pour le faire parce que je crois que 2 semaines avant le concours de dunk, je mets un gros Thomas sur Paul Lacombe qui avait vraiment fait le buzz à notre époque, hein. Pas d'aujourd'hui, mais un certain buzz dans notre milieu et qui fait que ben là, les gars ils se disent mais attends, t'es déjà sur place, on sait que tu peux mener Thomas, fais le concours de dunk. Bien sûr. Non, je l'ai pas préparé, j'ai pas envie, et les gars, les dirigeants m'ont parlé, les ceci, les cela. Et c'est comme ça que je me retrouve à préparer le concours de dunk la veille au soir, en n'ayant pas envie de le faire. Et bon, j'arrive là-bas, comme je suis quelqu'un qui aime le show, bon, je me laisse porter par le truc. Et là, les conditions sont un peu mieux. Parce que déjà, j'ai joué. Donc, je suis un minimum chaud. Et il faisait beaucoup plus chaud aussi dans cette salle-là. Et bon, j'ai pas sorti les dunks extraordinaires, mais c'était toujours mon style, assez agressif, assez puissant. C'était pas le meilleur concours de dunk de l'histoire, mais comme je dis, ça restait dans mon style. Et donc, je me retrouve à gagner, alors que c'est un dunk que je voulais pas du tout faire. Et pour la petite anecdote, c'est un truc qui donne quand même 4 000 €. On te donne le chèque quand tu sors. Quand tu sors. Quand tu sors. C'est-à-dire que Okay. je suis devant la caméra, je sors, on te donne les 4 000 €. Donc, ça détend. Ça détend. Ça bon, détend, après, ouais. c'est dépensé dans les soirées parisiennes. Non, mais c'est clair que... Et est-ce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que dans la zone 2016-2017, tu changes de statut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu confirmes ou pas, toi? Tu changes de statut, ça veut dire que je suis convaincu que tes contrats, à partir de 2017, sont plus les mêmes. Est-ce que je mens? Oui, le statut change quand j'arrive à Chalon parce que déjà, je pars de Nanterre, pas parce que je vais partir de Nanterre, mais parce que je pense que comme dans beaucoup de cas, il y a un peu ce syndrome de l'enfant. C'est-à-dire que je suis l'enfant du club. Ils m'ont vu arriver, j'étais un gamin de 15 ans et demi, 16 ans. C'est difficile de voir autrement que comme leur fils, entre guillemets. Et il faut qu'on dise aussi la vérité. Très souvent, quand
D'ailleurs, je dis souvent, quand on négocie un contrat, t'es de la famille, etc. Mais les chiffres sur le contrat sont souvent à l'image de comment ils te considèrent. Moi, j'étais toujours surpris, un Américain, quand il arrive, il gagne beaucoup plus que toi, alors qu'il a moins de légitimité parfois, tu vois. Et je peux te comprendre à ce moment-là de partir, parce que je suis convaincu que ton agent devait faire des demandes et que c'était pas forcément réalisable ou réalisé, non? Mais en fait, le pire, c'est qu'on a même, je me rappelle, je suis pas sûr, mais je crois pas qu'on a été jusqu'à l'argent, mais le problème déjà, c'était la vision du statut. C'est-à-dire que je fais une très, très grosse fin de saison. Mais je suis mon record en carrière, même cette année-là, je mets 33 points complément. La deuxième partie de saison, à partir du moment de au score, je crois que je suis à peut-être 15 ou 16 points de moyenne. Sur toute la deuxième partie de saison, je crois que je suis à 14 points de moyenne avec des très bons pourcentages. Et on a quand même gagné des matchs. Et le coach, à la fin de la saison, ce qu'il me propose, c'est le même statut. Allez. Mais c'est quoi le même statut? Parce que moi, souvent, je suis pragmatique, hein. Pour moi, un statut, c'est un contrat. C'est en fonction de ce qu'on met sur le contrat, tu peux savoir quel est le statut que le coach te donne. Est-ce que toi, c'était que le rôle qu'il te donnait que t'étais pas d'accord? Ou c'était, vas-y, tiens, on te donne la même somme ou on t'augmente, 0,01%. Parce que moi, je détermine le statut souvent par rapport au contrat. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma logique à moi. Bon, déjà, pour répondre sur ce que tu dis, le contrat va toujours impacter comment on va te traiter. Voilà. C'est-à-dire que peut-être il peut y avoir un ou deux clubs dans le monde qui fonctionnent différemment. Voilà. Très souvent, il faut comprendre que ça reste des business. Il y a des présidents à la tête de ça qui sont pas toujours des fans de basket, qui voient le côté business. Je paye un gars 200 000, 250 000, 300 000, c'est pas pour qu'il soit assis haut. Exactement. Ça m'énerve de voir mes 200 000 au banc. Donc, trouve un moyen de mettre mes 200 000. Parce que tu viens mettre le petit jeune qui me 30 000. Là, je suis en train de perdre 170 000. Comme ça m'énerve. Donc, ton contrat va beaucoup impacter sur dans tes minutes. Mais ce qui fait que je pense qu'avec Nanterre, on n'était même pas parti dans les histoires d'argent. C'est qu'en gros, il me disait, tu seras sur backup dans l'américain. Alors que dans le même temps, déjà, il y avait beaucoup de gens de la ligue qui m'appelaient et surtout, il y avait Shannon où le coach m'appelle et me dit, tu seras mon américain. T'étais avec, en plus. Ah ouais, génial. Donc, bon, pour n'importe qui, il n'y a pas de discussion. Il y a un endroit où on me dit, OK, bon, tu seras backup, ton rôle va pas trop changer. Et un autre endroit, on dit, le rôle, le poste, il sera toi, tu seras mon américain, je te fais de pleine confiance. Ben, j'ai même pas besoin de demander l'argent. Je vais là où on va te faire jouer. Parce que surtout, pour moi, à ce moment-là, même l'argent n'est pas ce qui compte le plus, parce que là, on te propose de te mettre dans une situation où tu pourras réellement montrer ce que tu peux faire. Parce qu'il y a qu'en étant sur le terrain que tu peux montrer ce que tu peux faire. Donc, pour moi, il y a même pas de conversation. C'est bien que t'en parles, hein. C'était pas forcément prévu, mais, l'importance d'un coach. Et on reviendra parce qu'en fait, c'est aussi ton métier d'accompagner la jeunesse camerounaise, mais l'importance d'un coach. En fait, moi, je me suis dit qu'un coach, il fait quand même la pluie et le beau temps du joueur. Tu vois, on parlait justement de tout aspect média, les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses que tu maîtrises. Mais le temps de jeu, on va pas se mentir, hein. Imagine, tu vas à Strasbourg excuse-moi, à Chalon et que tu joues 10 minutes. Tu sais très bien que tu peux pas t'exprimer de la même manière. Choulet, quel était le discours qu'il avait tenu à ce moment-là pour te faire venir, mais concrètement, c'était quoi le discours? Concrètement, il m'a dit, moi, tu seras mon américain. C'était ces mots. Je te répète ces mots. Il m'a dit, tu seras mon américain. Et on connaissait tous comment Choulet faisait juste ses américains. C'était 25-30 000 minimum. Ouais. Donc, il n'avait même pas besoin de dire beaucoup plus. À partir de là, il me fait sentir qu'il veut. Il me dit, moi, je te veux vraiment, je te fais confiance. Tu seras mon américain. Tu vas jouer 30 minutes de moyenne par match. Le poste 2 est à toi. Et là, t'exploses. Cette année, t'exploses. Non. L'année suivante, en fait, dis-moi. Les 2 années à Chalon, ça a été un gros tournant dans ma carrière. Et en plus, c'était mes 2 meilleures années, puisqu'après ça, il y avait les blessures sont entrées en jeu. Mais la première année, je fais une saison statistique moyenne, mais j'avais un rôle très important dans l'équipe. Et t'étais capitaine. La deuxième année? La deuxième année, oui. Oui, deuxième année, t'es capitaine. Ouais. La première année, non, puisqu'il y avait déjà John Robertson qui lui était déjà là. Mais j'étais le capitaine informel de l'équipe. C'était souvent moi qui rassemblais les gars, etc., etc. Mais surtout, j'avais un lien, et c'était logique parce que on avait un 5 de départ de folie. On avait John Robertson qui finit top 3 dans la conversation MVP, Mustapha Fall qui finit top 3 dans la conversation MVP, Cam Clark qui est top 5 dans l'évaluation, sachant que John Robertson et Mustapha aussi sont top 5 à l'évaluation du championnat, plus maintenant Lance Harris qui est un gros scoreur de la proie. Donc, à côté de ça, moi, il fallait que je sois plus, comme on dit, un glue guy. C'est-à-dire que j'étais celui qui défendait dur, qui faisait bien bouger la balle et qui devait mettre ses petits paniers de temps en temps avec l'énergie. Donc, c'était pas exactement ce que j'aurais voulu faire, mais à un moment donné, on gagne.
Ouais. Pourquoi je vais me plaindre? Donc, on gagne, je joue. Donc, ça fait qu'il y a des matchs où j'ai pu faire quelques bons matchs, où je mettais une vingtaine de points. Mais d'une manière générale, j'étais plus celui qui était là pour stopper l'autre équipe et bien faire jouer l'équipe. Donc, à ce niveau-là, ça a été vraiment un gros plus pour ma carrière, surtout que j'ai eu l'occasion maintenant de me montrer en finale et je finis MVP des finales. Et donc là, c'est là où ça a fait passer mon statut à un niveau complètement supérieur et différent. Bah, c'est ça, tu vois, entre guillemets, tu voulais pas avoir ce rôle-là, mais tu gagnes et tu gagnes encore un titre et tu deviens MVP. Moi, je trouve ça quand même, tu vois, quand on retrace un petit peu ton parcours, je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que, bon, on se rend pas compte, mais je pense que tu as vraiment marqué le championnat français, tu vois, par rapport à ton profil, tu vois, tu fais 1m88, t'es explosif, et en fin de carrière, tu deviens plus très shooter, tu deviens plus shooter. Je me souviens à Strasbourg, tu mets des 3 points, tu shootes beaucoup. Qu'est-ce qui te fait amener à être plus shooter? Et ouais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'es toujours explosif, hein, mais on voit que tu es amené à, ouais, c'est à Strasbourg, je te vois plus tirer extérieur que d'habitude. Strasbourg ou Lazac, je tire beaucoup plus extérieur parce que en fait Strasbourg, c'est là en fait ça s'est un peu moins bien passé parce que l'équipe qu'on a eue me correspondait moins. Parce que là en fait on avait 2 gros porteurs de balles et moi j'étais quelqu'un qui avait un jeu sur ballon assez faible. En termes de jeu sur ballon, je suis pas un très bon joueur. Et donc ça fait que j'avais très peu la balle en main. Donc j'étais pas très utile et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rôle la première année. Et en fait, en fin d'année, je me blesse, alors que je commençais à être un peu mieux. Et en fin d'année, je me blesse, puisque oui, j'avais même été bon à la Leaders Cup quand on gagne, parce que je finis meilleur 6e homme de la Leaders Cup et j'étais à 2 doigts de prendre les finales. Et après ça, je me blesse. Et en fait, à partir de là, j'ai eu une chondropathie, donc c'est-à-dire que j'ai eu un trou dans mon cartilage plus un œdème osseux. Donc c'est un bleu sur l'os plus ou moins. Donc ça me faisait une grosse douleur qui m'empêchait de prendre appui sur ma jambe, donc je jouais en pointant. Et le côté guerrier, camerounais, on lâche pas, machin chose. Moi, j'avais mal. Au lieu de prendre le temps de bien me soigner, je me disais, en plus, surtout que là, j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Donc, je me sentais mal de me dire, je gagne de l'argent et je suis assis. Donc, j'ai forcé. Et donc, j'ai aggravé ma blessure au point où j'ai dû me faire opérer. Et donc, ça fait que la 2e année, je me retrouve à ne pas commencer la saison. Et je vais même aller dans des détails un peu corsés. Mais en gros, là-bas, j'ai appris que eux ne payaient pas l'assurance des joueurs. Ça veut dire qu'en gros, soit les joueurs français, soit les joueurs français devaient prendre une assurance pour ceux qui gagnaient plus de 8 000 euros par mois. Parce que la sécurité sociale, je crois qu'à hauteur de 8 000 euros, elle était remboursée. Mais quand c'était au-dessus de 8 000 euros, il n'y a pas de compensation, en fait. Oui, il n'y a pas de compensation. Et donc, tu dois prendre une assurance pour avoir cette compensation. Voilà. Ouais. Et donc, le truc, c'est que moi, j'étais pas au courant de ça. Parce que, bon, moi, j'ai toujours connu les clubs qu'en gros, ils prennent, quand t'es blessé, ils ont des mutuelles, en fait. Oui, bien sûr. Eux, ils les prenaient, les mutuelles, mais que pour les Américains. Et donc, ça, je l'ai appris quand j'ai été blessé. Et donc là, mon salaire, il a été divisé par 3 et quelques. Donc, ça fait que, je précipite mon retour. Parce qu'à un moment donné, je perdais plus de 10 000 euros par mois. Chaque mois, je perdais plus de 10 000 euros à cause de la blessure. Donc, j'ai précipité mon retour et j'étais pas du tout prêt. Physiquement, j'étais pas du tout prêt quand je suis revenu. Et donc, je ne pouvais plus bouger de la même façon. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à beaucoup chuter. Et c'est comme ça que sur la partie de Strasbourg, j'ai beaucoup chuté. Et quand je commençais à revenir physiquement, il y a eu Covid. Donc, on s'est retrouvés chez nous. Et en fait, ma blessure avait besoin que je sois justement énormément d'activité. Et je la connaissais pas assez bien, ma blessure à ce moment-là, je n'ai pas assez maîtrisé. Et donc, quand j'arrive à Pelazac, ça fait 7 mois, je crois que j'ai pas joué à haut niveau. Pareil, mon genou me dérangeait pas mal. Et donc, je pouvais aussi pas bouger de la même façon. Donc, je chounou. Ok. Voilà un peu l'histoire. Mais c'est très intéressant. Franchement, j'apprends énormément de choses. Et puis, moi, je voudrais aussi parler de cet aspect investissement. Tu vois, quand tu arrives à ton prime, tu vois, dans ces années-là, est-ce que, tu vois, on sait que les sportifs aujourd'hui, tu regardes les sportifs NBA, je regardais encore un reportage sur Lamar Odom sur Netflix. Moi, je suis toujours impressionné par l'éducation financière qu'on a, tu vois, dans le sport de haut niveau. Est-ce que toi, t'en as eu une? Est-ce que toi, pendant ta carrière, tu as investi? On parlera justement de ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce que tu avais déjà cette logique de reconversion et d'investissement pour ton futur à cette période de prime, hein, j'insiste. Et sois le plus honnête possible. Non, depuis, comme tu vois, j'essaie d'être, je suis pas là pour mentir, ni pour enjoliver, mais en fait, je me disais, mets beaucoup d'argent de côté, et en fait, il y avait
un conseiller financier qui était pris par un peu tous mes vétérans. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire comme eux, je vais travailler avec lui. Et lui, son investissement, c'était beaucoup dans les EHPAD. Aujourd'hui, avec le recul, c'est des choses que je regrette. Parce que j'avais 25, 26 ans, je me retrouve à gagner beaucoup d'argent. Et justement, pour revenir sur ce que tu veux dire, il n'y a pas d'éducation financière. Et j'ai été au Key Program, maintenant qu'ils font à LNB, et je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu savoir, parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux sportifs. C'est-à-dire que vraiment, ça doit être un cours qu'on donne aux sportifs pour savoir gérer leur argent, parce que souvent, on se retrouve à faire confiance aveuglément à des gens, et on va investir comme eux, ils nous disent. Moi, ils me disaient des trucs, et je réfléchissais pas, je me disais, ok, bon, s'il l'a dit, c'est son métier, et j'ai pas aveuglément confiance, et c'est des choses que, à 30 ans, j'aurais pas agi de la même façon. À 25 ans, t'es jeune, j'étais là, j'ai pas d'enfant, tu vis la vie, tu te prends pas la tête, et ça, c'est des grosses erreurs. C'est des grosses erreurs. Ouais, moi, j'ai justement, pendant mon conversion, tu vois, moi, quand j'ai joué à la fin, j'ai travaillé au syndicat national des basketteurs avec Jeff Raymond. Et c'est là où j'ai connu toutes ces problématiques-là, tu vois, parce qu'on devait gérer justement des sportifs sur leur reconversion. Et c'est vrai que l'éducation financière est un vrai souci parce que il y a une chose que j'ai appris, parce que moi, j'ai pas gagné des très gros salaires, tu vois, et donc, j'ai toujours été conscient de l'importance de... Et en plus, bon, le papa camerounais te disait, mets toujours de côté, pense toujours à demain. Et j'ai toujours été surpris, tu sais, ce lifestyle. Et je sais que tu peux en parler, tu vois, quelqu'un qui gagne 3, parfois il en dépense 3, 5. T'en gagnes 10, t'en dépenses 12. Parce qu'en fait, t'as cette logique où ça va toujours rentrer, tu vois. Et donc, parfois, il y en a qui ont des investissements foireux. Moi, je sais que, justement, on travaillait avec les EHPAD. Je ne vais pas citer les joueurs, mais je sais que j'étais au contact. On se déplaçait dans les clubs et ils avaient beaucoup d'investissements d'EHPAD. Et il y en a pour qui ça fonctionne et il y en a pour qui ça fonctionne pas. Après, moi, je maîtrise pas. Et je me dis, tu as totalement raison de se dire, mais finalement, il faut qu'il y ait un programme personnalisé par rapport à ta vision, tes attentes, etc. Mais aujourd'hui, toi, tu t'es satisfait par rapport à comment t'as géré ta carrière financièrement ou tu te dis, j'ai loupé quelque chose, tu vois? Bah non, j'ai très mal géré parce que, bon, j'ai investi dans ces trucs-là qui aujourd'hui me font plus perdre d'argent qu'autre chose. C'est des investissements sur le long terme. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes quand on a vraiment beaucoup été quelqu'un qui a beaucoup de fonds. Donc, ça te permet d'avoir une certaine assurance financière, c'est une espèce de grosse épargne. Ouais. Mais moi, j'avais pas assez de capital pour dire que ça suffit en tant que grosse épargne. Par exemple, dans le plan qu'on avait fait avec mon conseiller financier, ben on pouvait pas imaginer que j'allais passer, je peux dire les sommes, parce qu'en plus à l'époque, essayer de sortir sur Internet, mais j'étais aux alentours un peu moins de 17 000 euros. Je passais d'un peu moins de 17 000 euros aux ACDIC à 5 000 euros. Donc, le gap financier était terrible parce que rien que ce que je mettais de côté par mois, il y avait plus de 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que déjà à partir de là, t'arrêtes de mettre de côté. Sachant que rien que les EHPAD, ils me coûtaient cher puisque j'en avais 2. Donc, c'est-à-dire que les 2 en cumulé avec les charges et tout, j'étais déjà pas loin de 3 000 euros. Donc, quand je gagne 5 000 euros et que j'ai déjà, on va dire 2 500 euros qui partent dans les EHPAD, il me reste plus que 2 500 pour vivre. Sachant qu'à ce moment-là, je suis au chômage. Il faut payer un logement. Le logement, il coûte cher, surtout qu'on est obligé de prendre un Airbnb puisqu'on ne va pas rester. Donc, on a encore plus de 1 000 euros qui partent. Ensuite, maintenant, il y a le crédit de la voiture. Et voilà que, en gros, les 5 000 euros ne payent même pas mon style de vie, sachant que j'étais pas dans un style de vie extravagant. Et donc, ça a été pour moi le début de la fin. Parce qu'à partir de 2020, dans une bonne période, je me retrouve à perdre de l'argent. Et donc, ça a été très problématique parce que ça fait fondre une grosse partie de mes économies. Et là, tu vois, on dit souvent, tu vois, en plus, ça rentre, tu t'es blessé, donc tu gagnes quand même une somme très importante, tu vois, si on regarde, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les clubs européens, ça peut tourner autour de 30, de 50, de 70, même plus de 100, tu vois. Et en fait, je veux que le monde comprenne que c'est vrai que 17 000 euros, c'est beaucoup, mais une carrière, c'est très court. Et c'est en fait cette logique d'avoir des carrières, tu vois, sur 5, 6, 7. Et attends, 5, 6, 7, mais tu gagnes pas 17 000 euros pendant 5, 6, 7. Tu vas gagner peut-être à ton prime, tu vas gagner ton maximum. Et ma logique, c'était de te dire, mais quel conseil que tu donnerais aujourd'hui aux plus jeunes à ce niveau-là, tu vois? Mais comme on vient de le dire juste avant, je pense que c'est vraiment l'éducation financière. Comme on l'a dit aujourd'hui, ça c'est un truc que je parle beaucoup au cas, c'est renseignez-vous. Quand on vous dit un truc, n'écoutez pas juste. Essayez de le comprendre parce qu'il faut avoir des bases en économie, il faut avoir des bases
aussi en immobilier, parce qu'on va toujours te dire, ouais, faut investir dans la pierre. Je te jure. Mais comprenez la pierre. Ouais, exact. Comprenez la pierre, parce que j'ai même des amis qui ont investi par la suite dans la pierre. Moi, je leur disais, fais attention. La pierre, c'est pas ce qu'on te dit. C'est pas tu viens parce que les gens ont cette fausse croyance que, ok, j'achète, je construis soit, par exemple, au Cameroun, on va dire, je construis un meublé ou je fais un appart, je le mets en location. À coup, ça me donne, je sais pas, on va parler pour la France. Je fais un appart, ça me donne, je sais pas, 1200 euros par mois. Voilà, j'ai 1200 euros dans la poche. Donc, non. Tu as d'abord payé 300 000. Exactement. Donc, quand tu fais 1200, c'est 300 000 moins 1200. Sachant que tu as la taxe foncière. Exactement. Tu as des charges. Des impôts. Des impôts fonciers. Ouais, c'est clair. Beaucoup de choses qui font que finalement, t'es pas en train de gagner de l'argent, tu es en train d'en perdre. Donc, ça veut dire ce que tu fais, c'est un investissement pour plus tard, parce que une fois que tu auras remboursé les 300 000, là, tu commences à mettre de l'argent dans ta poche. Mais c'est au bout de combien de temps? Ah, exact. C'est un crédit de 15 ans, de 20 ans. Donc, pendant 15-20 ans, t'es pas en train de gagner de l'argent, mais les gens, ils voient juste la somme de manière bête et méchante. Ouais. Plus 1500. Non. Tu vas voir dans ton compte que non, ça fait pas plus 1500. Donc, c'est ça que il faut éduquer les gens à comprendre comment marche l'économie, comment marchent les finances. Et c'est quelque chose qu'on fait pas assez pour les sportifs parce que on veut qu'ils soient concentrés sur le sport. C'est normal. Mais comme tu l'as dit, la carrière, elle est courte. Et ça, c'est des trucs où, c'est pour ça qu'il y a énormément de sportifs, même en NBA où il y a des sommes démentielles, qui se retrouvent à être, à la fin. Parce que, justement, on leur a pas dit tout ça. Ils pensent que c'est, comme tu l'as dit, c'est illimité. Et hop, ça dépense. Un jour, le robinet est fermé. On fait comment? C'est ça. On fait comment? Je te remercie beaucoup pour ta franchise parce que je pense que parfois quand on a ces échanges-là, si on n'a pas de chiffres, les gens ont du mal à comprendre, tu vois, ont du mal à comprendre et je te remercie vraiment beaucoup. Je voudrais revenir aussi sur sa partie camerounaise, t'es franco-camerounais. Comme tu as pu le dire, quand tu étais jeune, tu n'as pas joué en équipe de France. Pourquoi ton choix a été porté vers l'équipe du Cameroun? Et est-ce que, tu me diras, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un battement entre équipe de France et équipe du Cameroun? En jeune, quand j'étais en cadet, justement, je voulais vraiment jouer l'équipe de France parce que c'était là que tous les joueurs qui avaient du buzz, ils étaient. Si je voulais avoir un buzz pour la NBA ou pour même devenir jouer dans des big clubs, il fallait jouer en équipe de France. Et même pour la petite anecdote, à l'époque, comme moi, j'ai avec Evan Fournier en équipe, moi, j'ai cramé ça, j'ai tout, quand j'étais en cadet, j'étais l'année où j'étais très bon. J'ai dit, comment je peux faire pour jouer en équipe de France? Il me dit, tourne à 40 points par match. Et moi, je me dis, MDR, non, mais sérieux. Et puis, par contre, je suis très sérieux, tourne à 40 points par match. Je dis, OK. Donc, moi, le match d'après est déterminé. J'arrive 28 points à mi-temps. Je finis à 33 parce qu'on m'a plus donné un ballon. Mais en gros, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais déterminé. OK. Je voulais vraiment faire les choses pour. Et en fait, maintenant, quand j'ai grandi, il y a certains gars, on va le citer, Thierry Edouard, qui avait certains liens avec le Cameroun, qui me contactent pour dire, écoute, est-ce que tu es intéressé pour venir jouer avec le Cameroun? Et donc, je fais, je sais pas comment on va appeler ça, mais on avait eu un petit tour avec le sponsor qui était PIC. Donc, on a eu un petit tour à tourner en Chine. On est venu au Cameroun pendant quelques jours et après ça, on est parti en Chine. Et moi, j'avais bien aimé l'aventure. Et donc, l'année d'après, on avait la CAN. Et c'est la même année où on est champion de France avec Nanterre. Et donc, je suis bon en finale. Donc, forcément, là, maintenant, les regards sont beaucoup plus posés sur moi. Bien sûr. Alors que quand on a été champion de France en 2011 en Pro B, ouais, soi-disant que les regards étaient portés sur moi, mais mon téléphone n'a pas sonné. Les gens se je vois très, très bien. On me dit, sérieux, t'as quel âge? Il faudrait que tu fasses équipe de France jeune, on va t'appeler. Ils m'ont jamais appelé. Ouais. Et donc, le truc, c'est que maintenant, moi, je commençais déjà à m'inscrire dans un projet avec le Cameroun. Et moi, c'est-à-dire que, peut-être on se reconnaîtra sur ça, mais je suis franco-camerounais. Mais en tant que franco-camerounais qui a grandi en banlieue, l'origine est très importante. Parce que, il y a un gros mélange. Il y a les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Congolais, etc. Et donc, toi, t'es un point, Cameroun, Mali, machin chose. Et donc, j'ai toujours mis en avant mon côté camerounais et c'était très important. Donc, je suis pas en train de dire que je suis pas français parce que j'ai aussi une culture française que je ne peux pas retirer. Mais j'ai aussi une culture camerounaise qui est... mais le Camerounais est fier, le continent. Non, il faut qu'on se dise la vérité. N'importe quel pays, n'importe quel endroit où tu viens, t'es toujours fier des Camerounais. Me demande pas pourquoi. Bon, après, on viendra, parce qu'ici, c'est compliqué parfois. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire que j'étais malgré tout très fier des Camerounais et pour moi, ça avait beaucoup, ça résonnait beaucoup pour moi de me dire que je peux aider le Cameroun peut-être à essayer de se mettre sur la carte internationale plutôt que d'être un pion, que peut-être un jour d'être le 12e membre en équipe de France. Et donc, après avoir été performant en finale en 2013, là, il y a le gars de DTN de l'équipe de France qui m'appelle, qui me dit, ouais, apparemment, le Cameroun est en train de nous envoyer pour avoir ta lettre de sortie. Nous, on serait intéressés pour toi parce qu'on a vraiment l'œil sur toi pour la suite. Et je dis, mais vraiment, ça me touche vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Mais mon choix est déjà fait.
Donc vraiment, il y a aucun manque de respect. J'apprécie beaucoup La démarche, ouais. la démarche, Ouais. mais je vais choisir de jouer pour le Cameroun. Et c'est quelque chose que je suis partagé parce que d'un point de vue purement professionnel, ça aurait été plus avantageux pour moi, surtout que derrière, plus tard dans ma carrière, les fenêtres. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'aurais joué en équipe de France avec les fenêtres, puisque les fenêtres, c'était les joueurs du championnat. Ouais, je vois très bien. J'aurais joué en équipe de France. Donc, sur le point de vue professionnel, bah, ça ajoute sur les contrats. Ouais. Mais d'un point de vue de valeur, de cœur, je regrette absolument pas d'avoir joué. Surtout que la bataille 2013, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été une aventure extraordinaire. Et surtout, on en discutait encore, hein, parce qu'on s'est vu dans le cadre d'Africa Sport Education, où justement on a évolué dans ton camp avec Florent Pietrus. Et justement, tu me parlais à quel point tu avais voyagé en Afrique et tu avais des connaissances de différents pays, même si justement c'était avec la CAN, etc. Mais aujourd'hui, bah, tu retiens quoi de ton expérience avec l'équipe nationale? Tu as été capitaine également. Tu as porté haut et fort le basket camerounais. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au basket camerounais pour être au top? Quand je dis au top, hein, moi, je te dire, hein, c'est JO. Hein. Moi, j'ai vu les Soudanais, extraordinaires. Mais je me dis, pourquoi Cameroun? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, pas grand-chose. Aujourd'hui, vraiment pas grand-chose. Il y a un tournant qui est en train de se faire parce que le talent au Cameroun, il y en a toujours eu et là, il y en a vraiment énormément. Il y a 5 joueurs NBA qui sont camerounais. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui sont camerounais. Donc, les choses sont en train de se faire. C'était la façon dont les choses sont structurées. C'est aussi enlever ces barrières mentales parce que avant, surtout à mon époque, j'espère avoir fait partie de ces gens qui ont un peu brisé ce truc de se dire on peut pas jouer en équipe nationale parce qu'il y avait tous les trucs on sera pas payé, je vois très bien. Et le fait que quand j'ai joué en équipe nationale, j'avais quand même un certain nom en France, c'est un peu permis à certains gars de dire ok, si lui qui est un joueur majeur en France, il joue en équipe nationale, ça veut dire que ça va. Et donc les gars m'appelaient ouais, est-ce qu'on vous paye, est-ce qu'on me suit ou comme ça. Et je dis non, bien sûr. Et le truc pour moi, j'ai toujours fait la nuance. L'équipe nationale, c'est pas le club. Et je l'ai vraiment ressenti en 2013. Le club, c'est ce qui me permet de vivre. L'équipe nationale, c'est-à-dire que c'est l'envie qui m'amène en équipe nationale. Je viens pas gagner de l'argent en équipe nationale. C'est-à-dire que, évidemment, tu travailles, donc tu dois être payé. Mais ce que je veux dire, l'argent ne peut jamais être le moteur premier. Par exemple, en fin de carrière, on propose d'aller jouer à Dubaï, dans une ligue bizarre pour 200 000 par mois, ou d'aller jouer en Euroleague, à Kaunas pour 20 000. Moi, je te dis, bah, à Dubaï, parce que c'est de l'argent qui sera pris et qu'après. Bien sûr. Mais quand tu vas jouer en équipe nationale, là, tu dois pas réfléchir de la même façon. Là, tu viens représenter un pays. Et vraiment, pour justement bien en parler, c'est ça qui a vraiment été le fer de lance pour moi, c'est qu'en 2013, quand je la CAN à Abidjan, j'ai encore des frissons quand d'y repenser, quand on arrive à l'aéroport, on a une centaine de supporters camerounais qui nous attendent avec un drapeau immense camerounais et on arrive en chant national. Là, tout de suite, ça te met dans le truc, tu te rends compte, ouais. Là, je représente un pays. Là, je suis pas en train de représenter une ville de 40 000, 50 000 personnes. Je représente un pays de 22, 23 millions à l'époque. 22, 23 millions de personnes. C'est énorme. C'est pas la même chose. Donc, c'est ce que je faisais comprendre aux gars. Je leur disais, moi, pour l'équipe nationale, tout ce que je demande, c'est que j'ai pas besoin de payer mes billets. J'ai pas besoin de payer mon logement, ma nourriture. Après, l'argent que vous me donnez, vous me le donnez. Le reste, je m'en fiche. Enfin, c'est comme ça que, aujourd'hui, maintenant, les choses sont structurées, qui ça avance de plus en plus. Tout n'est pas parfait, mais ça va dans la bonne direction. Et tu vois, tu parles de fierté. Très important, le mot fierté quand on représente son pays. Mais pourquoi? Et je fais pas de polémique, hein. Ok, je fais pas de polémique. Pourquoi on a peut-être aujourd'hui les joueurs africains les plus performants en NBA. Pourquoi quelqu'un comme Siakam et Embiid ne sont pas en équipe nationale? On a vu justement la controverse, hein, où je devais choisir entre l'équipe de France et l'équipe des États-Unis. Moi, je peux comprendre sa logique, mais est-ce qu'il y a un manque de fierté à ce moment-là ou c'est une ambition, on va dire, personnelle? Comment toi tu l'analyses, sachant que tu as été le capitaine de l'équipe nationale et je veux que ce soit le capitaine qui parle, ok? Là, je fais beaucoup de grimaces parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'en avais déjà un peu parlé parce que je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait une émission Squeak, je crois, comme ça, où Denis Parker, il m'avait posé la question sur ça, sur le moment du choix d'Embiid. Et je trouve que c'est un choix, je pèse mes mots, hein, de choix d'Embiid. Pourquoi? Parce que, malheureusement, lui, il prend pas la mesure, mais c'est beaucoup plus grand que Joel Embiid. Parce que quand Joel Embiid, star NBA, MVP,
NBA. MVP, c'est-à-dire que meilleur joueur dans la meilleure ligue du monde. Issu de l'Afrique. Joel Embiid quitte le Cameroun à 16 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, moi, je suis né en France, etc. On peut associer à la France. Lui, c'est un vrai Camerounais. Qui, au moment où il est au sommet de sa carrière, au lieu de permettre à son continent, à son pays de s'élever, va continuer d'aider des très forts. Quel est le message? Quel est le message pour le prochain Embiid? Quand je serai en haut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire mon pays, je tire mon continent, ou est-ce que je vais renforcer les très forts? Embiid a fait son choix. Siakam, bon, je connais un peu plus l'histoire parce que j'ai joué avec son corps d'équipe nationale, c'est un peu plus complexe que ça. Mais le problème, c'est que, et c'est moi quelque chose que j'ai joué quand même pendant plus de 10 ans en équipe nationale, donc j'ai pu voir des choses. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays majeur en Afrique, mais j'ai vu le Sénégal quand c'était pas du tout simple. Parce qu'il y a un joueur, Gorgui Dieng, que les jeunes doivent pas connaître, mais moi je l'ai connu. Ce qu'il a fait pour le Sénégal, c'est extraordinaire. Il y a des joueurs NBA, il avait un statut, c'est-à-dire que c'était pas une superstar NBA, mais c'était un très joueur NBA, et il est venu. Dieng aussi, Soudan du Sud, et moi il était sur le banc, je crois que même il est coach maintenant. Il est coach. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois, Et en fait, c'est ces gens-là qui perdent, parce que moi, c'est date 2015. Gorgui Dieng, apparemment, il y avait un joueur, Antoine Mendy, qui était en équipe nationale, qui me disait qu'apparemment, c'était n'importe quoi, que en gros, limite, c'était l'autre qui payait la bouffe, il se retrouvait à manger du tiède tous les jours avant chaque match, c'était n'importe quoi, l'organisation était catastrophique, que l'autre a dû mettre beaucoup d'argent de sa poche. 2015, organisation catastrophique. Ma dernière carte en 2021, on va 2 chapitres cette année. Bon, je pense que ça doit être 21. Le Sénégal arrive avec un effectif de staff. Le staff, il devait être peut-être 6. Le staff. Et ça, c'est des coachs. Je te parle pas des kinés, des machins. Donc, ça veut dire que ils ont professionnalisé le truc de ça. Mais ça part de ce joueur NBA qui a impulsé ça. Parce qu'il a accepté de se sacrifier. Chose qu'il aussi faut reconnaître à Luc Mbamouté. Parce qu'en 2003, aussi, lui aussi, il avait c'était aussi beaucoup sacrifié. Il faut savoir rendre des fleurs aux gens. Il s'était aussi beaucoup sacrifié pour l'équipe. Mais là, avec Joel Embiid, juste en venant s'asseoir sur le banc, il se rend même pas compte de l'impact que ça aurait. C'est-à-dire que même sans jouer, juste en venant s'asseoir sur le banc, Joel Embiid, MVP de l'NBA, ce qu'il aurait fait pour l'Afrique, ça aurait été extraordinaire. Je parle même pas pour le Cameroun, mais pour l'Afrique de manière générale, ça aurait été extraordinaire. Le fait d'être parti choisir de jouer pour les États-Unis a été terrible, sachant que il faut quand même que les gens n'oublient pas, à ce moment-là, le Cameroun joue les qualifs des Jeux Olympiques. Je me souviens. Et d'ailleurs, son discours, je me souviens, ça m'avait un peu choqué. Il dit, si le Cameroun aurait été qualifié, j'aurais participé avec le Cameroun aux Jeux Olympiques. Est-ce que aussi, allez, je lance comme ça, hein, on est à la retraite maintenant, comme on est à la retraite, est-ce que nos instances aussi, comment te dire, ils sont pas aussi sérieux, en fait, ils donnent pas la confiance nécessaire. Je suis d'accord par rapport au discours des joueurs NBA, jouer avec la fierté, mais à un moment donné, il faut que les instances aussi, ils redoublent d'efforts. Il faut qu'ils montrent la confiance. C'est aussi un peu ça qui nous manque. Toi, quand on va jouer en Europe, il y a une structuration qui ne réécrit pas forcément. Je parle du Cameroun, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays d'Afrique. Et à un moment donné, est-ce qu'on a peut-être pas envie de se dire, ah, mais on va pas être payé. Oh, on sait pas où on va dormir. On sait pas comment on va manger. En fait, tu sais, toute cette maternalisation qu'on a en Europe, qui est excellent pour le sportif de haut niveau, mais qui n'est pas prêt à revivre quand tu reviens jouer en équipe nationale. Est-ce que ça aussi, on peut mettre le crédit à ces joueurs-là de se dire, je vous comprends au moins pour ça. Par contre, les instances, mettez le paquet à un moment donné, choisissez la meilleure organisation pour faire venir ces joueurs-là. Bon, moi, je vis au Cameroun. Je ne sais pas quel genre de problème tu veux m'amener que je parle des instances. C'est vrai. Non, mais non, mais je veux être honnête avec toi. C'est pas à critiquer, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut pas aussi travailler ensemble? Non. Travailler ensemble, de se dire, et vous savez, nous, on va vous expliquer qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là peuvent venir. Tu les connais. Tu sais comment tu es devenu. Tu connais plein de joueurs camerounais et tu sais le point de pivot qui leur ferait basculer leur choix. Moi, je pense que tu sais très bien, le point de pivot, et parfois, c'est pas que l'argent. On va pas se mentir, c'est pas que l'argent. C'est ça que je suis en train de dire, de travailler en équipe, de se dire, lui, il a l'expérience, qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour nous faire comprendre qu'il faut faire venir tel joueur. Bon, après, non, évidemment, ça, c'était pour la blague, mais, je vais être honnête avec toi, je suis pas du tout d'accord avec ce discours-là. Ok. Pas du tout. Parce que, justement, j'ai mes actes
qui vont avec le mot. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je vais dire, c'est pas juste, ouais, c'est facile à dire, machin. Moi, quand je suis venu, c'était pas très structuré. Comme je t'ai dit, j'avais juste le minimum. Et en fait, le truc, c'est que il y a cette phrase que j'ai vue sur Facebook, que maintenant je répète beaucoup. Hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va redire en français, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des bons moments, les bons moments créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs. Il faut qu'on comprenne que ça doit commencer quelque part. Ouais, t'as raison. L'Occident, aujourd'hui, ils vivent bien, mais ils ont pas toujours vécu bien. Ça a commencé quelque part. Tu dois passer par une phase de construction, de souffrance avant d'avancer. Et si à un moment donné, nos instances, il faut le dire, nos instances ne font pas assez le travail, c'est à nous de le faire. Sinon, ça veut dire quoi? On abandonne. T'as raison. Merci. Et Merci, donc, moi, je suis pas du tout dans cette mentalité-là. C'est pour ça que j'ai fait le choix du Cameroun, parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux faire un petit choix du confort. Moi, je vais tranquille en équipe de France. Je prendrai mes petites primes là-bas. Je ferai mes quelques petites compétitions. Je verrai le prendre James de loin. Je ferai un coucou. C'est génial. Bon, est-ce que je me sacrifie un peu et j'essaie de poser une ou deux pierres pour permettre à l'avenir que nous aussi, on puisse avoir des grands trucs. Donc, vraiment, pour moi, c'est très important qu'on ait vraiment ça à l'esprit. C'est ce que je dis. Gorgui Dieng a posé des pierres qui font qu'aujourd'hui, le Sénégal est extrêmement structuré. Extrêmement raison. Joel Embiid, il vient, même disons, il met $500,000. C'est beaucoup d'argent. Je suis pas en train de critiquer. Mais pour quelqu'un qui en gagne 50 l'année, c'est pas. Non, je suis d'accord, Et on va aller au bout du truc. Quand Joel Embiid vient dire qu'il va pas jouer en équipe du Cameroun parce qu'il n'y a pas de médecin, premièrement, c'est faux. Ouais. J'y étais en équipe nationale. On avait un médecin, on avait un kiné. Deuxièmement, tu gagnes plus de 20 millions l'année, mon coco. Tu ne peux pas venir avec ton propre médecin. J'avoue. Donc ça, c'est des arguments de quelqu'un qui ne veut pas de quelqu'un qui ne peut pas. Et en fait, le truc, c'est que si on ne comprend pas que c'est en agissant que ça va aller mieux, que c'est pas juste en espérant que les choses se fassent seules, il faut comprendre, on va pas aller trop loin là-dedans, je vais mettre la limite là, mais il faut comprendre que si les choses ne bougent pas, c'est pour une raison. Donc, si rien ne change, rien ne changera. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais si on ne change rien au système, pourquoi est-ce que le système va changer? C'est à nous de bousculer pour que les choses changent. Donc, je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux. C'est-à-dire qu'évidemment, en tant que pro, surtout qu'on a l'habitude d'avoir certaines conditions, ça reste plus compliqué de venir redescendre en équipe nationale sur certaines choses. Et comme on l'a dit, l'équipe nationale, c'est pas un club. Donc, c'est-à-dire que est-ce que je suis capable de me sacrifier pour mon pays, pour aider mon pays à avancer? Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et je trouve que sur ça, ils ont été extrêmement mauvais. Sachant que, là, je suis en train de tirer à balles réelles. Mais, ok, l'équipe nationale, tout ce qu'on veut dire et tout. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui au Cameroun d'un point de vue basket par nos joueurs NBA? Il n'y a rien d'assez concret. On va y parler. Bon, c'est bien que t'en parles parce que tu vois, j'ai créé cette association Africa Sport Education. Tu vois, dans ce but-là, tu vois, j'ai fait venir Florent Petrus que tu as pu voir. L'idée, c'est justement d'aller chercher ces joueurs-là, d'aller leur donner cette fameuse confiance pour venir investir au Cameroun. Et t'as totalement raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'aime pas trop débattre sur ce qu'ils ont fait parce qu'il y a l'aspect aussi invisible. Tu vois, j'étais au Village Noir, j'ai séjourné, j'ai beaucoup discuté avec l'encadrement et ils m'ont expliqué par exemple Mbappé tout ce qu'il faisait au Cameroun qu'on ne voyait pas. Et en fait, quand je me pose comme ça, même si je suis pro-parisien, tu vois, je me suis dit, en fait, tu vois, Mbappé, il fait des choses, mais on ne le sait pas et on ne le voit pas. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que je reste aussi un petit peu en retrait. Mais après, bien évidemment, avec leur aura, demain, tu vois, moi, j'aimerais bien que quelqu'un comme Siakam, Embiid et les autres participent à mon camp. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est donner de la force à un élan de structuration pour le Cameroun. Et moi, c'est vrai que, tu vois, quand on s'est vu, quand on est venu à ton académie, c'est ça l'objectif. Et je pense que finalement, je me rejoins avec ce que tu dis, c'est que il faut avoir la volonté de faire progresser son pays. Et c'est un message, hein. C'est vrai que peut-être que Joel Embiid, s'il voit cette vidéo, il se sentira visé, mais l'idée, c'est de se dire, mais allez, on va se serrer les coudes, ok, et puis avec ton aura, tu peux aussi beaucoup nous aider, plus que tu ne le penses. Je pense que c'est ça que tu veux. C'est ça, parce que le truc, c'est par exemple, Messi, aujourd'hui, c'est un jeune, il est en train de se faire. Ouais. Rien que le fait qu'il soit venu en équipe nationale, c'est extraordinaire. C'est vrai. À son niveau, c'est extraordinaire. Embiid, par hasard, tout à l'heure, j'ai parlé de $500,000. Embiid, juste avec son nom. Ah ouais, il va construire des trucs, il a même pas mis un franc. Bien sûr. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que Embiid et Siakam ne font rien, parce qu'en plus, j'ai eu quelques échos, je sais qu'ils font certaines choses. Ouais, c'est quand même, mais je fais des choses aussi, ouais.
c'est dommage qu'il n'ait rien de notable. Ouais, je vois ce que tu Parce que, en fait, moi, je fais des choses dont on n'a pas écho. Je suis un petit joueur de pro. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Des joueurs qui sont des gros joueurs NBA. Siakam, je crois, c'est 38 millions l'année, même si on sait que c'est ce qu'il gagne exactement, mais c'est 38 millions l'année, l'autre, c'est 50 millions. MVP des finales, tu vois. Des finales, MVP du championnat. C'est ça. Non, mais il faut parler aussi que c'est des cadors du championnat. On parle pas des petits joueurs, bien sûr. On parle des gars qui font partie des gens notables dans le meilleur championnat du monde. On devrait avoir des choses notables. Quel terrain notable est sorti? Quelle académie ils ont fait? Et c'est-à-dire que je ne connais pas toute leur vie, donc j'aime pas juger les gens. C'est ça. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'à un niveau, quand même, là, ça fait un moment. Siakam est champion en 2019. Ouais. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est champion. Donc, ça fait 7 ans qu'il a un nom. Embiid, il est gros joueur NBA depuis, pareil, 2019-2020. Ça fait 6-7 ans. Le MVP africain, déjà. Ça, c'était le premier MVP de Après, ça dépend, puisque vu qu'il est américain, on met Olajuwon aussi, parce qu'après, tout oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en gros, ça reste quand même énormissime. Et donc, le truc, c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est pour dire que ça fait un moment qu'ils sont très hauts et il n'y a rien de notable. C'est-à-dire, comme je répète ce que je dis, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Je dis juste qu'il n'y a rien de notable. Et je trouve ça dommage. C'est très bien compris. On va finir sur la dernière partie. La dernière partie, c'est là, on est à Douala. On est à Douala parce que justement, je reparle encore de la sauce. J'essaie de m'investir un maximum. Et toi, justement, tu as décidé de revenir au Cameroun après ta carrière. Moi, tu vois, quand je regardais un petit peu ton profil, j'étais surpris que tu avais arrêté ta carrière aussitôt. Tu vois, bon, tu m'as expliqué tes blessures, mais pourquoi je suis du Cameroun? Je pense qu'on l'a compris. Mais dans ta tête, tu dis, je vais faire quoi au Cameroun? Parce que on va dire la vérité, il faut être déterminé pour revenir au Cameroun. Quel était ton mindset à ce moment-là pour se dire allez, c'est bon, c'est au pays que ça va se passer? Mais en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, moi, j'avais toujours voulu rentrer au Cameroun à ma retraite. Donc, normalement, retraite, c'est en France, c'est autour de 65 ans par là. Donc, moi, je me suis toujours vu que je devais finir mes jours au Cameroun. Pour moi, c'était le plan cohérent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est les événements qu'il y a eu en 2020 qui sont marrants parce que ça n'a rien à voir avec le basket et tout. Mais ce qui s'est passé avec George Floyd, avec le mouvement Black Lives Matter, ça m'a donné envie de beaucoup me renseigner encore plus sur l'histoire des Africains, sur l'histoire des Noirs. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont germé dans mon esprit, qui me fait comprendre que il faut que je rentre avant ma retraite. Et en fait, le truc, c'est que déjà, premièrement, il y a eu les blessures, et puis il y a eu la venue de mon fils. Parce que la petite parenthèse, c'est qu'avec la venue de mon fils, avant mon fils, comme ils disent les Américains, j'avais la tunnel vision, c'est-à-dire j'étais la tête dans le guidon, bien sûr. Moi, j'essaie d'aller dans ma carrière et tout. Mais quand j'ai eu mon fils, le plus important pour moi, c'était plus le basket. Tu relativises plus. Grandir, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que j'étais dégoûté, je pars en déplacement une semaine, je reviens, le gars rentre. Attends que je sois là, mon garçon. Ouais, non, mais je vois très, très bien ce que tu veux dire. Et en fait, ça a été très mauvais pour ma carrière parce que, après mes blessures, comme j'étais un joueur qui était fondé sur les qualités athlétiques et physiques, comme j'ai dit au début, quand je me suis blessé, on n'avait plus confiance en moi. Parce qu'on savait que ce qui définit Jermaine Zoli, c'est les qualités physiques et athlétiques. Il est blessé, qu'est-ce que ça vaut, Jermaine Zoli? Ouais. Et donc, en fait, j'aurais dû être dans une période où je devais cravacher comme quand je venais de commencer. Et je n'avais plus ça mentalement parce que tout ce temps-là, c'est du temps que je pars avec mon fils. Et donc, ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé à petit à petit commencer à me détacher de plus en plus de ma carrière. Et dans le même temps, mon père, qui lui a toujours vécu au Cameroun, me parlait de projets assez intéressants au Cameroun. Et donc, je me suis dit, écoute, là, il me propose un projet qui est intéressant. Pourquoi continuer de forcer, aller faire des contrats de 1 an à gauche, à droite, déplacer mon fils d'école en école? Pourquoi ne pas m'installer et commencer à construire quelque chose? Et c'est comme ça que j'ai fait le choix de rentrer au Cameroun. Moi, je trouve ça fort. Et je vais te le dire pourquoi. Premièrement, jouer au basket, on peut se faire de l'argent facile. On va pas se mentir. Tu peux très bien dire, je vais jouer en national 1, tu vois, je fais mes 4-5 000 €. T'aurais pu, tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu avoir des alternatives d'argent facile. Ça, c'est le premier choix. Je dis que t'as été culotté, tu vois, dans tes choix. La deuxième, c'est la famille. Tu vois, moi, je l'ai beaucoup vécu, j'ai énormément voyagé. Et à un moment donné, je pense que le déclic, c'est aussi les enfants. C'est de se dire, mais en fait, à un moment donné, je me déplace plus seul.
je déménage plus seul. Tu vois, au début, je voyageais avec ma voiture. Après, c'est un camion. Après, en fait, après, tu déménages de plus en plus grand. Et ça devient de plus en plus prenant aussi, tu vois, parce que tu commences à avoir ta femme, 1, 2, 3 enfants, éventuellement. Et puis, voilà. Et puis, les contrats, moi, je remarquais que plus j'avançais, plus les contrats, ils étaient plus de 3 ans, ils étaient de 2 ans, de 1 an. Et ça, c'est compliqué. Et donc, moi, je trouve ça vraiment fort. Mais concrètement, et moi, je veux qu'on en parle, c'est la famille. Comment tu gères ça, toi? Parce que moi, je trouve que, tu vois, quand on commence à avoir un enfant, moi, je trouve que la famille, c'est aussi ton socle. Tu vois, moi, je sais que ça a été mon socle. Tu vois, moi, j'ai repris mes études, tu vois, j'ai arrêté au bac. Je reprends mes études à 25 ans, tu vois, 25. Et c'est là où, d'ailleurs, je suis au syndicat. J'ai un déclic parce que, j'ai ma fille et j'ai un déclic, tu vois, à 26 ans. Moi, ma question, c'est comment toi, tu fais pour ramener ta famille au Cameroun? En fait, qu'est-ce que tu leur dis? Quelle disquette tu mets aux gens, là? Le truc, c'est que, comme ma femme et moi, beaucoup, on passe tout le temps à parler, hein, c'est ça notre activité principale, c'est parler. Donc, j'ai toujours beaucoup expliqué cette mouvance, ce truc que j'avais avec le mouvement Black Lives Matter. Elle m'a accompagné là-dedans, elle a compris. Et puis ma femme, elle a grandi en Afrique de ses 6 ans jusqu'à ses 18 ans. Donc, c'est pas comme si je l'amenais sur un continent qu'elle a jamais vu. Elle avait même vécu quelques mois au Cameroun. Donc, elle connaissait un peu. Okay. Et puis même, elle était quand même d'accord avec moi dans l'idéologie que j'avais en rapport avec toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui a pu permettre. Et puis, normalement, j'essaie d'avoir un plan structuré. Malheureusement, la vie est ce qu'elle est. Tout s'est pas passé exactement comme prévu, mais j'essaie malgré tout de me battre pour faire au mieux pour ma famille, pour pas les déplacer pour rien. Parce que comme tu l'as dit, moi, à un moment donné, entre 2020 et 2024, avant de partir de la France, j'ai habité dans 9 endroits différents. Voilà, je connais, mais peut-être pas autant, mais ça je connais. Et ça me pesait de plus en plus à la fin. Moi, ça me pesait de plus en plus. C'est ça, parce que le truc, c'est là, j'arrivais dans le truc, je faisais même plus des années entières. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, entre 2020 et 2024, j'ai pas fait un an quelque part. Ouais. La première fois que j'ai refait un an quelque part, c'est à Douala. Mais entre 2020 et 2024, je faisais 6 mois là, 8 mois là, 10 mois, mais je faisais pas. Et pour mon fils, c'est terrible, parce qu'on parle d'un enfant, il faut qu'il se réadapte, qu'il ait ses habitudes, qu'il soit machin. Et en fait, à un moment donné, il me disait, c'est trop, parce que j'avais encore il y avait des clubs en Pro B qui me proposaient des contrats, des clubs en N1, etc. Mais ça m'intéressait pas, parce que comme tu dis, je vais repartir pour un an, possiblement ça se passe pas bien, c'est dire après, je vais encore le bouger, ceci, cela. Si j'étais seul, je pense que j'aurais poussé encore quelques années, parce que ça. Je prends mes 2-3 valises, je les fous dans la voiture, comme tu l'as dit, et puis on se gère. Mais avec un enfant, c'est beaucoup plus complexe. Et donc on peut en parler. Aujourd'hui, t'as créé justement une académie au Cameroun, et là aussi c'est remarquable, parce que nous, enfin avec Florent, on était venu à Florent Pietrus, et puis tu l'as construit de A à Z. Et c'est là où je me dis, le gars, il est fou quand même. Il vit au Cameroun. Donc, toi, tu construis le terrain, t'achètes le terrain, le terrain, donc le foncier. Ensuite, tu construis les murs, etc. Déjà, je te le demande clairement, tu le fais sur tes fonds propres, ou t'as une logique, ou t'avais déjà mis de côté pour ce projet-là. En fait, quel était ton état d'esprit? En fait, moi, je veux que tu dises aux autres, voilà comment j'ai fait, les gars. C'est pas facile, mais voilà comment j'ai fait. Honnêtement, je conseillerais pas aux gens de le faire. Énorme. Mais parce qu'il faut être honnête, parce que justement, je veux pas être un vendeur de rêve, c'est que moi, j'ai beaucoup de conditions qui facilitaient. Parce que probablement, le terrain, c'était un terrain que mon père m'avait donné. D'accord. Donc, j'ai pas payé le terrain. Déjà. Donc, ça fait que, forcément, ça joue beaucoup en termes de rentabilité. Ensuite, j'ai utilisé de mes fonds. Mon père m'a aussi aidé sur le terrain. Donc, ça fait que j'ai pas eu besoin d'utiliser tous mes fonds. D'accord. Ok. Même si j'ai dû mettre quand même pas mal de fonds, j'ai pas utilisé tout seul. Et en fait, pareil pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que je n'avais absolument pas ce projet. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'étais rentré au Cameroun pour travailler avec mon père. Mais finalement, il a un peu de mal à déléguer, donc ça fait que j'avais quasiment rien à faire. Donc c'est comme ça que, à un moment donné, je me dis bon, je suis là, je fais quasiment rien. Il y a un terrain qui dort. Je me disais écoute, construire un petit truc juste pour pouvoir donner des entraînements. Et c'est comme ça que le projet est monté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de structurer ça de manière de plus en plus entre guillemets professionnelle. Moi, il faut qu'on le dise aussi. Il y a des idées reçues que l'Afrique, ça coûte pas cher. Tu vois, moi, je suis là. J'ai fait 2 semaines et demie que je suis ici. L'Afrique, le Cameroun coûte cher au quotidien. Donc, faut pas qu'on pense aussi que ouais, mais c'est bon, il a investi 70 €, il a créé, tu vois. Moi, je trouve que c'est cher. Et au-delà du côté cher, les démarches administratives sont beaucoup plus complexes. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que tu te vois encore sur du long terme faire ça? Parce que j'ai vu ton accompagnement. J'insiste sur l'accompagnement parce que accompagner
des jeunes Camerounais avec ton expertise européenne, je me dis tout le temps, comment tu fais au quotidien? Tu vois, les choses basiques, tu vois, on me parlait au tout début de ta formation. Et ça, moi, je le remarque ici, hein, tu sais, partir à main gauche, le jeu sans ballon, et en fait, il y a plein de notions qui ne sont pas forcément acquises ici. Comment toi, tu fais pour les transmettre? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas dire, allez, laisse-moi tomber, laisse tomber, voilà, laisse tomber, je vais faire autre chose. Mais je veux être toujours totalement transparent. Probablement pour redire sur ce que tu as dit, effectivement, surtout Douala, la vie, c'est surtout si quelqu'un veut vivre la vie d'Occident, de mec, comme on dit ici. Ouais, c'est ça. Il va alors lire l'heure, mais correctement, parce que c'est d'une cherté. Il peut voir des prix dans les magasins, mais il va devenir fou. Ouais. Donc, effectivement, la vie déjà coûte beaucoup plus cher que ce qu'on peut croire. Et en rapport avec l'académie, c'est que, comme je dis de base, moi, je ne comptais même pas vraiment rester directement dans le basket après. Ça s'est fait un peu instinctivement, on va dire. Et aujourd'hui, en fait, là, maintenant, je suis sur un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets beaucoup de ma sueur et de mon sang là tout de suite, mais j'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir construire plus grand sur le temps, parce qu'en gros, moi, mon but, c'est de déléguer. Parce que comme on dit, je vais un peu gâter l'expression, mais l'expression, c'est un truc du style, pêche pour quelqu'un, tu vas lui donner un repas. Apprends-lui à pêcher, tu lui donnes le moyen de se nourrir à tout jamais. Là, c'est un peu la même idée. Mon but, moi, c'est pas que moi, oui, je connais, je forme seul, je mange le plus possible. Non, le but, c'est que je puisse aider des coachs à se former pour qu'on puisse faire évoluer les mentalités et permettre à beaucoup plus de Camerounais de voyager. Parce que aujourd'hui, c'est des championnats qui vont pas être regardés parce que les gens, ils savent que le style de jeu ne correspond pas du tout avec l'Occident. Parce que c'est très physique, c'est athlétique, mais on réfléchit pas assez. On est dans le, on va dans le physique. Voilà. Faut dire. On va être dans le combat, machin, oui. Mais le truc, c'est que le basket, ça se joue pas que avec le physique. Et donc, le but, c'est pour moi de faire en sorte que, en tant qu'Africain, on a une chance d'avoir des qualités qui sont physiques et athlétiques qui sont supérieures d'une manière générale à l'Occident, mais il faut qu'on ajoute sur ça. C'est-à-dire qu'il faut pas retirer, absolument. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on perde qui on est. C'est pas ça. Mais c'est ajouter pour justement maintenant, nous, vouloir aussi aller sur le toit. Donc, moi, mon but, c'est ça, c'est aider à former les coachs que, oui, il faut continuer ce travail physique, mais ajouter-y de la technique et de la tactique pour qu'on puisse maintenant, nous aussi, se battre avec les meilleurs. C'est un peu ça l'idée. Et je rebondis là-dessus parce que je trouve que finalement le modèle du Cameroun, je veux pas citer les autres pays, mais il est très similaire dans l'accompagnement basket, il est très similaire aux États-Unis. Tu vois, les jeunes vont en dehors de leur club aller ils vont avoir un coach sportif, quelqu'un qui va les accompagner. Et tu vois, c'est en France. Ça se fait, mais plutôt à plus haut niveau. Je pense que peut-être que toi, tu l'as fait en fin de carrière. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai vu, t'accompagnes des très jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Et je trouve que ce modèle économique, il est très viable. Tu vois, je le savais pas. Au Cameroun, les gens sont prêts à payer pour aller se faire accompagner techniquement. Tu me dis si je me trompe? Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile parce que là où les Camerounais sont vraiment prêts à payer, ça revient à ce que tu disais, quelque chose que tu disais très tôt dans la conversation, c'est pour des tuteurs. Parce que, comme tu l'as dit, les études, c'est extrêmement important. Ouais. Donc, tu vas avoir énormément de parents qui vont payer pour donner un tuteur. C'est un coût cher, faut qu'on le dise. C'est pas donné. C'est pas non plus donné. Donc, ils vont beaucoup plus accompagner facilement dans ça que dans le sport. Là, par exemple, les plus petits, eux, c'est vraiment un amusement qu'on donne aux enfants. Les parents, ils payent ça pour qu'on appelle ça une distraction, un divertissement, un loisir, ouais. C'est vraiment un loisir qu'ils paient aux enfants. Mais plus grand, là il y a un peu plus une formation avec une envie d'eux. Mais pour l'instant, par exemple, j'ai assez peu de 12-16 ans, alors que c'est la meilleure partie à accompagner. J'ai des plus âgés que ça, alors que là ils sont déjà plus grands, plus formés. Donc je dirais pas qu'il y en a tant que ça qui soit prêt à payer, ou peut-être c'est moi qui est pas assez communiqué, parce que aussi moi je communique pas très bien. Mais je pourrais affirmer pour ce qui est tuteur, un peu moins pour ce qui est dans le sport. Moi, je veux te le dire, avec ma plus grande franchise, je pense que tu communiques pas assez. T'as vu, là, on a à la fin du podcast, quand on voit ton parcours, je pense qu'aujourd'hui, même les jeunes que t'accompagnes ne savent pas ton parcours et la qualité de ton parcours. J'insiste là-dessus. Et
tu vois, moi j'ai vu ce que tu avais fait, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire, même si tu as quelques problèmes de fuite, mais ça c'est le Cameroun, hein. Mais clairement, je pense que tu dois avoir une académie de dingue, surtout par rapport à ton implication. Tu vois, tu me parlais de ton implication, ta fierté d'être Camerounais, de revenir au Cameroun. Je pense que ton camp, ton académie devrait être blindée. Et après, ça, c'est mon domaine aussi, la communication, le fait justement de marketer bien son produit. Mais d'ailleurs, en fait, t'es peut-être l'un des meilleurs coachs aujourd'hui qu'on peut trouver en accompagnement au Cameroun. Mais ça peut-être, tu t'es jamais peut-être dit, tu vois. Bah après, comme je dis, le truc, c'est qu'aussi ce projet, il est naissant, parce qu'il faut pas oublier que c'est un petit bébé qui a pas encore un an. Ce qui fait aussi pour l'instant, aujourd'hui, ça prend plus de temps, c'est que, comme je l'ai fait un peu à la va-vite, c'est-à-dire que j'avais pas prévu ce projet sur des années, c'est l'accompagnement, c'est payant. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a l'argent de payer, etc. Donc, c'est pour ça que c'est des choses que je continue d'essayer de structurer pour pouvoir justement accueillir de plus en plus les meilleurs et faire en sorte que ce soit cohérent pour tout le monde. Donc, c'est des choses que je sais que ça va prendre un peu de temps, mais clairement, à terme, c'est vraiment le but, parce que, effectivement, je pense, parce que je le vois bien de ce que j'ai vu dans le championnat et tout, je viens pas me poser en tant que Messi, mais je pense que je peux vraiment aider parce qu'il y a du potentiel, mais aujourd'hui, on délaisse beaucoup trop l'aspect tactique ici. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de fondamentaux simples, aussi bien individuels que collectifs, ne sont pas acquis. Et même des fois pour certains des meilleurs joueurs. Et donc là, c'est à ces niveaux-là où je pense qu'effectivement, je pourrais aider. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer Jérémy dans l'encadrement de la fédération de basketball camerounais? Est-ce qu'on peut imaginer, tu veux prétendre éventuellement, on fait un appel à candidature, hein, à coacher l'équipe nationale avec les valeurs, d'avoir justement cette double culture et d'aller chercher, tu vois, ces joueurs-là qui sont aussi à l'étranger. Est-ce que c'est peut-être pas aussi ton rôle à l'avenir? Je te mets dans je te mets dans la difficulté, hein. Non, pas du tout, parce que le truc, c'est qu'en plus, même avec mon académie, je le vois bien, je me sens vraiment beaucoup mieux en tant que, on va dire, ça ressemble un peu à ça DTN, je sais même pas exactement qu'est-ce que veut dire acronyme, mais en gros, en tant que directeur technique qui est là pour structurer. Voilà. Donc, moi, je me sens vraiment bien dans ce rôle-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, là, je suis sur le terrain, mais moi, j'aimerais bien justement plutôt transmettre au plus grand nombre plutôt que d'être sur le terrain. Donc, coacher, ça m'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le pire truc. Coach, déjà, on gagne. C'est tes joueurs. On perd. C'est pas ta faute. Deuxièmement, tu n'as pas un réel impact aussi direct qu'un joueur. Parce que, par exemple, moi, en tant que joueur, j'ai entre guillemets mon destin entre les mains. Parce qu'une fois que le coach m'a mis sur le terrain, c'est moi qui joue. Ouais. Il me dit de pas prendre ce shoot. La balle est dans mes mains. Si je veux shooter, il peut pas tenir mon bras. Donc, j'ai une possibilité d'action qui est beaucoup plus grande qu'un coach. Un coach, le jour où ses joueurs, ils sont pas dedans, tu peux crier, sauter, monter, descendre. S'ils sont pas dedans, ils sont pas dedans. Ah. Tu peux mettre le meilleur plan tactique. Si tes joueurs ne font pas ce que tu leur as demandé de faire, c'est pas bon. Après, bien évidemment, ça fait partie des qualités de coach, de savoir faire à tes joueurs ce que tu dois faire, mais ça reste très difficile. Donc, je trouve que le coach, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas parce que, en termes de stress, t'es au sommet du stress. Je confirme. Pour un truc où t'as d'impact, t'as assez peu d'impact. Ouais, c'est vrai. Non, être coach, non. Là, tu l'as bien analysé, hein. Donc, DTN. DTN, ça parle beaucoup plus. On lance la candidature, hein, fédération. Prenez Jérémy en DTN. Il va vous ramener les grands joueurs qui jouent aux États-Unis et en Europe. Merci beaucoup, Jérémy. On va terminer là-dessus. Si vous voulez un épisode 2, vous me dites, hein, moi, je reviens le voir à Douala, hein. Et je te remercie beaucoup pour ton honnêteté. Je pense que c'est la première fois que j'ai un épisode aussi complet en termes de chiffres, en termes justement de révélations, pas forcément polémiques, mais voilà, de parler vraiment de choses qui nous parlent. Est-ce que toi, tu aurais un petit dernier mot à adresser? On sait qu'on va avoir un public aussi énormément en Europe, en France notamment, là où tu as joué, qui beaucoup t'ont perdu de vue. Est-ce que tu as un message à faire passer? C'est toi qui as le mot de la fin, c'est toi le boss. Bon, déjà, pour revenir sur un point particulier, c'est que je peux dire la vérité, moi, j'ai pas les réseaux. Donc, vous pourrez pas m'insulter. Donc, je me suis couvert, ça va aller. Ensuite, mot de la fin, j'ai rien de spécifique à dire, hein. C'est juste que j'espère qu'à travers la petite heure qu'on vient de passer, j'ai pu un peu essayer de faire comprendre mes valeurs. Si ça peut tomber dans l'oreille de une ou deux personnes et que ça peut les motiver à commencer un projet, et justement, petite parenthèse sur ça, prenez le temps. Sur les projets, prenez le temps parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on soit le plus grand nombre possible à rentrer au Cameroun, mais il faut le faire correctement. Parce que si on le fait pas correctement, ça va juste décourager
beaucoup de gens et donc ça va tuer le mouvement. Donc, ceux qui ont ces envies-là, ben, essayez de vous renseigner pour structurer ces choses-là, mais prenez le temps de bien les structurer pour pouvoir faire les choses bien, qu'on puisse avancer. Pas justement que ce soit finalement quelque chose de négatif. Donc, j'espère que mon parcours, mon histoire, ce que j'ai raconté sera donné envie à certains de commencer à se pencher sur tout ça et voir comment chacun de notre niveau peut être le changement sur le monde qu'on veut voir. Ben, merci beaucoup. On rappelle, hein, ton académie s'appelle Jazzy Workout. Jazzy Workout. Et donc, ils peuvent aller justement sur Instagram où on peut avoir un maximum d'informations. Donc, on vous mettra les liens en dessous de la vidéo. Et puis, le continent, c'est comme ça que tu as appelé c'est un camp, c'est ça? Continent. Le continent. Dis pourquoi, voilà. Parle un peu le continent et qu'est-ce que c'est le continent? Parce qu'en fait, on peut te retrouver sur ces deux dénominations sur Instagram et Facebook. Parce qu'en fait, le continent, c'est le stade. Donc ça, c'est Ok, d'accord. Jazzy Workout, maintenant, c'est mon académie. D'accord, ok. C'est ça la nuance qui est entre les deux. Ok, d'accord. Donc, tu as bien choisi. On voit, il est fier d'être Camerounais. Il est rentré en Afrique. L'idée aussi, c'est de donner à tout le monde l'opportunité de se dire, je peux rentrer en Afrique, pas forcément qu'au Cameroun, et d'avoir des ambitions. Je te remercie vraiment, Jérémy, parce que finalement, tu nous donnes de la force. Tu donnes de la force énormément. Et je pense qu'on devrait tous, si on est de passage à Douala, venir te voir, te rencontrer et passer s'entraîner avec toi dans ton académie. Merci, mon gars. T'as grave assuré, capitaine DTN, futur DTN, hein. Donc, j'espère que ça vous a plu, cet épisode de Rebound avec Jérémy Nzoli. Ça a été très intéressant d'avoir son point de vue sur justement sa carrière, son après-carrière. Et cliquez si vous aimez, si vous adorez et surtout, suivez le continent. Cheers.